Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans mon top 10 des films d'horreur 2021. Et oui, je suis un petit peu en retard, d'habitude je les sors avant la nouvelle année. Mais que voulez-vous? Mieux vaut tard que jamais. Mais bon, je suis quand même désolé. Une fois n'est pas coutume, mais vous aviez l'air plutôt d'accord avec mes flops, qui en ont même fait rire certains parmi vous. J'espère donc que mon top vous plaira également, et ce même si votre film préféré ne s'y trouve pas. Comme d'habitude, je vous ai concocté une petite sélection de films divers et variés, aux tons différents les uns des autres, de tout type de budget, et qui viennent des quatre coins du monde. Des films vus en festival, en VOD, en DVD Blu-ray, ou au cinéma. Ce fut donc une année assez riche en cinéma pour ma part, et j'espère que je réussirai à vous donner envie de découvrir certains de ces titres. Bref, trêve de bavardage, il est temps de définitivement clôturer l'année 2021. C'est parti pour mon top 10 des films d'horreur sortis cette année, et on commence avec la 10e position. Nous débutons ce top avec une œuvre qui souffre pourtant de beaucoup de défauts. Le film brésilien Skull de Mask, réalisé par le duo Armando Fonseca et Capel Furman, et qui est une sorte d'hommage aux slashers brutaux des années 80. Il bénéficie donc de toutes les qualités de ce genre de production, une direction artistique aussi inventive que kitsch, de la brutalité à gogo, des meurtres inventifs, un antagoniste stylé qui a tout pour devenir iconique, un scénario simpliste, presque cartoonesque par moments, qui laisse la part belle à l'action et à la violence, etc. Mais bien sûr, il souffre également de nombreux défauts que l'on retrouve souvent dans ce genre de slasher. Au niveau de la mise en scène, ce n'est pas toujours très glorieux. La plupart du temps, notre duo de cinéastes se contente de filmer l'avancée de l'intrigue sans vraiment d'inventivité, si ce n'est dans leur manière d'amener la violence. Les personnages sont tous ou presque mal écrits, peu ou pas développés et mal servis par un jeu d'acteurs aux fraises. L'histoire n'a donc qu'une importance très limitée. Et pourtant, le film est dans mon top 10. Parce que tous ces défauts, on s'en fiche. Et oui, Skull de Mask est exactement ce qu'il doit être, un petit bonbon de violence et de gore, de charcutage bien exécuté et servi par un méchant qui mériterait son épisode du bestiaire de l'horreur, un bad guy aux origines précolombiennes qui a même un petit lien avec les nazis et qui en plus nous offre quelques moments magiques dignes du meilleur trip chamanique à base de ayahuasca. Franchement, ce Skull de Mask méritait bien sa petite place dans mon top 10, avec ses faux airs de bande dessinée et son doigt d'honneur adressé à la censure, avec son mauvais goût et son kitsch complètement assumé, et la stupidité maîtrisée de son intrigue, ainsi que celle de certaines de ses situations. Car évidemment, le film ne se prend pas au sérieux, ce qui aide à fermer les yeux sur pas mal de ses défauts, et à profiter pleinement de notre visionnage. Est-ce que ça en fait un film parfait? Bien sûr que non. Est-ce une réussite? Oh que oui. Et je suis certain que beaucoup parmi vous auront envie de le voir après ces quelques mots. Premier long métrage de la jeune réalisatrice galloise Prano Bailey Bond, nommée cette année directrice à surveiller par le magazine Variety, Censor avait pour moi l'avantage de choisir comme point central de son intrigue une thématique qui m'intéresse au plus haut point, celle de la censure, en choisissant en plus pour cadre les fameux vidéos nasties dont je vous parlais plus longuement dans mon cinéma interdit consacré à Terreur Cannibale. Pour faire court, les vidéos nasties étaient des films d'horreur souvent indépendants, interdits de distribution dans les années 80-90 au Royaume-Uni, au cinéma ou en VHS à cause de leur prétendue violence. Et Censor choisit pour personnage principal une jeune femme qui travaille pour l'organisme qui décide d'interdire ou pas ces films, ce qui est, à mon sens, du pur génie, ni plus ni moins. Choisir pour cadre d'un film horrifique les vidéos nasties au Royaume-Uni dans les années 80, c'est une excellente idée, en plus d'ouvrir la porte à tout un tas de propos méta et de discours sur la violence au cinéma. Et bien sûr, Censor ne se gêne pas pour tout ça. Il répond avant tout à une interrogation qu'avait la réalisatrice quand elle était toute jeune. Si ces films sont trop violents pour être soumis aux spectateurs, qu'en est-il du censeur qui doit les regarder? Pourrait-il également devenir fou en les regardant? Cette idée a continué de germer dans son esprit jusqu'à aujourd'hui, et cela a donné Censor et son point de départ juste génialissime. Évidemment, cela permet aussi de se poser la question, les films d'horreur violents attisent-ils vraiment la violence? Donnent-ils réellement des idées aux potentiels psychopathes? Vous savez ce que je pense de ce genre de débat stérile, et le film prend cette question assez intelligemment. De plus, cela permet de reparler aussi un petit peu du climat politique tendu du Royaume-Uni à cette époque, et d'évoquer notamment la charmante Margaret Thatcher, et de tout mettre en relation. Mais bien sûr, un film, ce n'est pas juste un discours, une critique sociale ou politique.
Et pour le reste, si Censor m'a beaucoup plu, il risque d'être un petit peu moins accessible pour une partie du grand public. Il est assez lent, très contemplatif et laisse la part belle à son atmosphère, sur laquelle plane une aura de mystère qui finit imperceptiblement par mélanger l'univers des films que notre personnage principal ne cesse de regarder et qui la hante, à la réalité. Ça se traduit par la photographie du film et surtout ses lumières. On finit doucement par basculer dans un univers où il devient dur de discerner le vrai du faux et où la réalité que nous offre notre héroïne semble de plus en plus empreinte d'une certaine folie, celle dans laquelle elle-même ne cesse de s'enfoncer. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé Censor rondement mené, très intelligent dans sa mise en scène et qui met également un point d'honneur à rappeler que, aussi violents pouvaient parfois être les vidéos nasties, il ne restait que de la fiction. Des fictions réalisées par des artisans du cinéma, des artistes, des amoureux et des passionnés. Et Censor rappelle tout cela d'une bien jolie façon, sans doute avec la même passion que celle à laquelle elle rend hommage. C'était un petit peu pompeux, j'en conviens, mais Censor est un vrai coup de cœur pour moi. Et il faut également souligner la performance de Niamh Algar, spectaculaire dans le rôle principal. Bref, je recommande. Nous quittons le Royaume-Uni et prenons la direction de la France, pour ce petit film que j'attendais avec impatience et que j'ai eu la chance de découvrir à Gérardmer au tout début de l'année. Le film de Juste Philippot nous fait suivre une mère de famille célibataire qui essaye de sauver sa ferme de la faillite en se lançant dans l'élevage de sauterelles, ce qui représente évidemment un certain risque financier. Avec le temps, elle semble développer une étrange relation, des liens de plus en plus étroits avec ces insectes, ce qui provoquera l'incompréhension puis l'inquiétude chez ses proches. J'ai vraiment beaucoup aimé La Nuée, même si le film semble avoir divisé une partie du public. Son côté très drame français, même si ça ne veut pas dire grand-chose, paraît en avoir rebuté plus d'un pour des raisons qui m'échappent. J'ai même lu ici et là que certains le considèrent comme un faux film d'horreur prétentieux, comme si le cinéma d'horreur ne se penchait pas, pour ainsi dire depuis toujours, sur des drames sociaux pour construire ses intrigues. J'ai, au contraire, beaucoup apprécié la façon dont le film mélangeait ces différentes thématiques, dramatiques, sociales, horrifiques ou ce que vous voulez, de façon la plupart du temps très juste, avec une intrigue qui m'a littéralement passionné. Le tout est bien sûr possible grâce à des personnages bien écrits, eux-mêmes appuyés par des comédiens au jeu pas toujours au point, mais qui se donnait toujours à fond et participait à cette espèce d'énergie qui agite tout le film et monte crescendo jusqu'à son final, et qui est presque comparable au vombrissement angoissant de sa fameuse nuée qui augmente de scène en scène. Et j'en viens à ce que j'ai préféré dans le film, son traitement de la nuée qui lui donne son titre, ses insectes, la menace tapie dans l'ombre, allégorie de tout un tas de concepts, représentation de la folie dégénérative de la mer, etc. Plus que de simples antagonistes, ces sauterelles sont bien le pilier du film et sont, comme le reste, utilisées de façon plus subtile et intelligente que ce à quoi je m'attendais au départ, pour mon plus grand plaisir. Je mettrai d'ailleurs en avant quelques scènes de body horror bien dérangeantes à base de cannibalisme entre insectes, qui sont tellement bien mises en scène qu'elles ont su me mettre mal à l'aise. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas une sauterelle. Voilà. Bref, amateurs de petites bestioles et de drames familiaux de campagne qui ne sont pas sans rappeler l'émission Striptease, regardez La Nuée. Très bon et sûrement fait pour vous. Eh bien, une fois n'est pas coutume dans mes tops de fin d'année, nous restons en France et mettons par la même occasion un pied en Belgique avec un autre film qui a fait couler beaucoup d'encre, aussi bien du côté de ses détracteurs que de ceux qui l'ont défendu. Et je fais bien sûr partie de cette deuxième catégorie vu que je mets Titane dans mon top. Et oui, le deuxième long métrage de Julia Ducournau m'a personnellement convaincu et j'ai beaucoup apprécié cette page un petit peu différente du body horror qu'elle a su écrire, avec une certaine maîtrise je dois dire. Alors oui, le film est assez lisse, si j'ose dire, esthétiquement parlant, avec une photographie très léchée, de jolies couleurs, et visuellement très sophistiquée, très clipesque, mais c'est justement ce qui vient lui donner une certaine âme, et permet de faire prendre forme à toute une partie de son discours. Cela permet également de venir contrebalancer ce qu'elle a à offrir de plus dur, de plus immonde, de plus laid, avec ses scènes les plus gore, les plus étranges, les plus body horroresques. Je ne fais pas partie de ceux qui ont trouvé le film particulièrement violent ou gore ou quoi que ce soit. Bien que ceux qui me connaissent savent que les scènes avec des tétons, ça me touche automatiquement. Voilà. Et oui, ça t'étonne, hein, les tétons.
Mais peu importe, Titane est le prolongement logique de Grave à quasiment tous les niveaux, aussi bien par rapport aux réflexions qu'il contient qu'à travers sa mise en scène, et ce deuxième long métrage m'a paru encore plus maîtrisé. Les comédiens y sont très convaincants, et j'ai vraiment envie de mettre en avant la performance de Vincent Lindon, véritablement époustouflant ici. La relation entre son personnage et celui de Agathe Roussel est d'ailleurs l'un des gros points forts du film, parce que si elle aurait pu être violente, contre nature et dérangeante, elle en ressort belle, pleine de tendresse et de poésie, et lourde de sens métaphoriquement parlant. Alors certes, certaines influences se ressentent très fort, comme celle de Cronenberg par exemple, ce qu'elle assume d'ailleurs pleinement, mais elle les transforme en quelque chose de si différent que ça n'en ressort pas comme dérangeant, à mes yeux. Quant à sa Palme d'Or, eh bien, c'était un choix fort que je soutiens à 100%, même si, on ne va pas se mentir, je n'accorde que très peu de valeur à ce genre de récompense. Nous quittons la France pour nous envoler vers l'Islande et ses paysages merveilleux pour le fameux Lamb de Vladimir Johansson, tout juste sorti dans les salles françaises et que j'avais eu la chance de voir à l'étrange festival. Nous suivons un couple sans enfant qui vit au fin fond de la campagne islandaise au beau milieu de nulle part, qui tombe un beau jour sur un mystérieux nouveau-né. Cela semble être un miracle, d'autant que le bébé en question est un petit peu particulier. Il s'agit en réalité d'une créature mi-humaine, mi-agneau. D'où le titre du film, parce qu'en fait, Lamb, ça signifie agneau. Et ouais, on apprend des choses sur ma chaîne YouTube. Nous suivons donc un couple tout d'abord au bord de la rupture qui tente d'oublier toutes les difficultés qu'ils traversent via un travail éreintant à la ferme qui ne leur laisse aucune minute de répit, aucune passion, aucune place au véritable bonheur. Cet enfant miraculeux, quoique monstrueux, je crois qu'on peut le dire, ranimera la flamme entre eux et leur rendra leur joie perdue depuis si longtemps. Lamb est définitivement une curiosité qui sent bon la folk aurore, à l'intrigue des plus simplistes mais qui renferme de nombreux secrets, pleines de métaphores, d'allégories et de silences qui en disent long. Au-delà de tout ça, cette intrigue encore une fois des plus symboliques mais aussi cette mise en scène contemplative, ce rythme lent et ces décors naturels juste incroyables permettent tous la mise en place d'une atmosphère extrêmement particulière pleine de poésie. L'amour, certes étrange, voire peut-être contre nature, dont nous approuve Lamb, est rafraîchissant, même si pendant tout le métrage, on a cette impression tenace que quelque chose de sombre, de négatif, risque d'arriver à tout moment, comme si le spectateur lui-même était conscient qu'un don de la nature, surtout lorsqu'il est aussi inespéré, demande toujours un sacrifice, d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, le mélange des genres s'opère parfaitement avec Lamb, où le drame côtoie l'horreur et le fantastique, et qui s'autorise même quelques scènes rigolotes et toujours bien dosées, notamment avec le personnage du frère. Pas de manichéisme dans cette œuvre où tout est dans la subtilité et qui est réussi à tous les niveaux, avec le jeu particulièrement juste de ses comédiens et une fin qui fait l'effet d'un coup de canon, sans en dire trop. La seule chose qu'on pourra peut-être regretter, ce sont quelques effets spéciaux parfois un petit peu limites, mais même là, c'est du chipotage. Vous l'aurez compris, un film à côté duquel il ne faut pas passer. Nous restons dans le Nord, mais cette fois-ci du côté de la Norvège, avec un autre film que j'ai découvert à l'étrange festival et qui y a même remporté le Grand Prix, rien que ça. Il s'agit bien sûr de The Innocents de Eskil Vogt, qui nous raconte les aventures d'un petit groupe d'enfants qui vit dans une sorte de cité pendant les vacances d'été et dont certains vont révéler des pouvoirs surnaturels qu'ils vont alors explorer chacun à leur manière. Difficile en soi de résumer l'intrigue de cette petite perle sans trop en dire. Évidemment, un des enfants du groupe aura envie de commettre des actes assez malveillants avec ses pouvoirs fraîchement acquis, tandis que les autres tenteront de le contenir tant bien que mal. Et pour moi, le film arrive parfaitement à capter l'essence de l'enfance pour nous proposer des protagonistes juvéniles des plus crédibles, même dans leurs pires travers. Difficile de trouver un gamin réellement méchant même lorsqu'il commet les pires délits, même lorsqu'il fait souffrir des animaux innocents ou se met à utiliser des pouvoirs pour faire le mal. Surtout quand le film arrive à nous dépeindre son quotidien pas forcément évident et nous faire ressentir la tournure que prend sa construction en tant qu'individu. Chaque membre de ce petit groupe ressort très attachant d'une écriture parfaitement maîtrisée et de jeux d'acteurs à saluer, surtout pour des comédiens aussi jeunes. Puis bien sûr, nous sommes à nouveau devant un scénario et une mise en scène lourds de sens et de sous-entendus. Nous avons l'impression de voir le monde à travers des yeux d'enfants qui croient au surnaturel, pour qui tout est possible et qui s'expliquent donc les événements les plus sordides comme des meurtres à tout hasard par des éléments fantastiques.
Tout devient possible quand on nous met dans la peau de ces enfants, qui ont tous leurs propres problèmes. De lourds handicaps, des origines étrangères qui leur valent parfois un certain harcèlement, un niveau social et intellectuel peut-être assez bas, et même de l'abandon parental. Nous nous retrouvons donc complètement pris par ce quotidien en soi assez banal, et chaque intrusion du surnaturel dans cette routine fera mal, que ce soit visuellement avec une ou deux scènes très impressionnantes, presque gore, ou psychologiquement car le film n'épargne rien à ses protagonistes, peu importe leur âge. Une excellente surprise, très émouvante pour ma part, mais qui risque encore une fois de ne pas parler aux spectateurs allergiques au rythme un petit peu trop lent. Bon, on reste dans l'ambiance de l'étrange festival si ça ne vous dérange pas. Après tout, c'est la preuve que la sélection de cette année était juste exceptionnelle, à mon sens. Et cette fois, je vais vous parler de The Sadness, un film taïwanais réalisé par le Canadien Rob Jabaz, et rien que là, nous sommes face à quelque chose de peu commun, faut bien l'avouer. Et désolé d'avance, je n'ai pas d'image autre que celle du trailer à vous présenter pour ce film, donc je fais avec, mais désolé quand même. Dans tous les cas, The Sadness est une œuvre ultra efficace, très gore, super généreuse dans sa violence et dans son action, et c'était un plaisir de pouvoir assister à un spectacle aussi décomplexé et dégressif sur un grand écran, même si pour la petite histoire, le son des bruitages et de la musique était beaucoup trop fort, et d'après un aveu de Jabaz lui-même, c'était sa faute. Car oui, j'ai eu la chance de l'interviewer, et le lien est bien sûr dans la description. Va voir ça. Un film d'épidémie zombiesque sur fond de Covid, avec de petits tacles aux conspirationnistes, ce qui résonne de façon encore plus marquante aujourd'hui, quelques mois après sa sortie. Quelques scènes vraiment over the top, un viol d'orbite oculaire notamment, orgie de sang dans le métro inspiré d'un véritable fait divers taïwanais, et globalement un long métrage qui s'inspire pas mal des maux de la société taïwanaise, ce qui a fait beaucoup parler là-bas, surtout que le réalisateur est un étranger. Beaucoup d'humour aussi, et de second degré dans la violence parfois quasiment cartoonesque, un rythme effréné qui ne nous laisse pas respirer, même s'il se perd un petit peu dans sa dernière demi-heure, un poil longue et trop bavarde, surtout en comparaison à tout le reste du film qui ne perd pas une minute. Et en soi, à part une conclusion un petit peu bâclée, nous sommes en présence d'un divertissement horrifique d'excellente facture, à la fureur palpable, et ça fait du bien de pouvoir assister de nouveau à des films de ce genre. On en veut plus. Et oui, l'une de mes plus grosses attentes de l'année, par l'un de mes réalisateurs préférés du moment, ce bon vieux Canadien de Steven Kostanski. Bon, j'ai déjà critiqué Psycho Goreman sur ma chaîne, c'est le premier de ce top dans ce cas d'ailleurs, ce qui est rare, donc je ne vais pas forcément trop m'étendre dessus. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour laquelle j'ai d'ailleurs eu la chance d'interviewer Kostanski pour mon plus grand plaisir. Pour le film, il est certain qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais pour moi, c'est du bonbon, voire même du caviar au Dr Pepper. Alors, ça ne veut rien dire, et c'est avant tout une preuve de mon mauvais goût absolu, mais vous saisissez l'idée. Bah oui, nous sommes en présence d'un film de monstres fortement inspiré par les Super Sentai japonais, à la Power Rangers ou Kamen Rider, mais également hommage aux films d'horreur des années 80 et de leurs créatures horrifiques toujours déjantées et super stylées. Psycho Goreman sent bon le caoutchouc et les effets spéciaux pratiques, avec une espèce d'ambiance à la Amblin, mais version corrompue, puisque son duo de personnages principaux est composé de deux gamins très vulgaires et insupportables, surtout en ce qui concerne la gamine interprétée par une Nita Josie Anna survoltée. Le film nous met en place toute une mythologie, une grosse dizaine de créatures toutes différentes les unes des autres, et au design aussi fou que varié, voire grotesque, des scènes d'action déjantées, des blagues parfois lourdes, parfois hilarantes, des musiques qui semblent tout droit sorties des années 80-90, et bien sûr le personnage du Psycho Goreman, instantanément iconique, devenu tout de suite une monstrueuse légende. Que vous dire de plus ? Le film contenait tous les ingrédients nécessaires à mon admiration immédiate. Je suis juste fan et encore une fois, si vous voulez plus d'arguments travaillés, ma vidéo est là pour ça. Il fallait bien sûr un film japonais dans mon top de l'année, vous vous en doutez. Et c'est le confidentiel Woman of the Photographs de Takeshi Kushida qui m'a complètement charmé en 2021. Un film au ton très étrange entre le drame romantique et le body horror qui nous raconte l'histoire d'amour entre un photographe misogyne, terrifié par les femmes et habitué, de par sa fonction, à corriger leurs défauts physiques à la recherche d'un semblant de perfection, et une femme très belle, effrayée par la solitude, qui cherche à donner une image différente de ce qu'elle est vraiment sur ses réseaux sociaux ou devant son entourage, et
qui n'hésite pas à se faire du mal, à se mutiler pour se rendre, selon elle, plus belle et plus attirante. Le tout prend même des allures de conte, tant le film traite cette histoire au point de départ déjà assez particulier, de façon poétique, passionnée, en dehors du réel, et même si on sent bien que tout cela ne peut que mal se terminer, que ce couple ne semble pas conçu pour durer, il se dégage de cette relation quelque chose de très beau. Ce spectacle difficile à décrire va forcément provoquer un mélange d'émotions contraires chez le spectateur, et ça, c'est déjà en soi une réussite. Mais en plus, je trouve la mise en scène de Kushida parfaite, presque intimiste à de nombreux moments, notamment lorsqu'elle filme cette petite ville du Japon, ce petit photographe de quartier et sa toute petite maison, et les différentes escapades en amoureux du couple. Elle s'ouvre complètement lorsque la femme qui donne son nom au film se met elle-même en scène, comme si tout à coup le film prenait conscience de sa nature et se devait de proposer du grand spectacle, du divertissement. Cette différence de traitement, on peut même parler de grand écart, symbolise parfaitement les personnalités de nos deux personnages. Les quelques scènes de body horror, très différentes de celles de Titan puisque beaucoup plus réalistes, beaucoup moins excentriques visuellement parlant, mais beaucoup plus dures psychologiquement parlant pour certaines d'entre elles, sont vraiment excellentes et achèvent donc de donner à ce Woman of the Photographs une atmosphère des plus spéciales. Terminons avec les lumières, la photographie et la musique qui finiront de nous enchanter et donner à l'horreur et au malaise de cette œuvre le côté romantique qui la rend si unique, ainsi que le jeu de ces acteurs si naturels qui nous aident à nous attacher à leurs personnages pourtant imparfaits et critiquables sur de nombreux points, mais qui nous rappellent avant tout qu'ils sont humains. Je suis conscient d'être parti un petit peu dans tous les sens avec ce film, mais retenez juste qu'il m'a beaucoup ému, que je l'ai trouvé très beau et que j'ai très envie de vous en parler plus longuement à l'avenir. Dites-moi en commentaire si ça vous botte. Voici ce qui est sans doute ma plus grosse claque de l'année, ce qui explique donc sa position logique de numéro 1, même si, je l'avoue, j'ai longuement hésité avec Woman of the Photographs. Le film canadien Come True de Anthony Scott Burns que j'ai eu la chance de découvrir à Gérardmer et qui m'avait déjà donné extrêmement envie lorsque j'avais découvert le trailer. Il nous raconte l'histoire d'une adolescente en fugue qui participe à une étude sur le sommeil, elle qui a toujours eu un sommeil, disons, particulier. Et bien sûr, tout cela va dégénérer assez rapidement. Et pour le coup, ce n'est pas si évident que ça de parler de Come True, et je pense que tous ceux qui l'ont vu comprendront ce que je veux dire par là. Mais bien sûr, je vais m'y risquer, hein, c'est un petit peu mon travail après tout. Ce qui m'a le plus charmé dans Come True, c'est son ambiance onirique, ou plutôt cauchemardesque, complètement réussie. En fait, il a tellement bien capté ce qui fait nos cauchemars, leur essence, que ça en est presque déconcertant par moments. Nous suivrons donc les explorations des scientifiques et de notre personnage principal dans ses plus mauvais rêves pas à pas, tout en explorant une toute nouvelle mythologie liée au royaume de Morphée, peuplée de démons terrifiants qui en veulent à notre réalité, comme si les rêves étaient en fait une dimension parallèle à la nôtre. La musique, très électro ou plutôt darkwave, fonctionne à merveille et composée en plus par le réalisateur, permet d'endormir encore plus facilement le spectateur, et quand je dis endormir ici, je veux bien sûr dire qu'il aura encore plus l'impression de s'enfoncer dans un cauchemar. La gestion de la lumière également est rondement menée. Le film s'assombrit de plus en plus au fur et à mesure que nous en savons plus sur la nature de ces cauchemars, comme si la nuit elle-même tombait sur le métrage et ses personnages, et avec eux sur le spectateur, et que le cauchemar devenait donc de plus en plus palpable, de plus en plus proche de nous engloutir, au sens propre comme au figuré. Et quand on a dit tout ça, que pouvons-nous ajouter de plus? Come True est vraiment spectaculaire dans sa façon de nous balader en nous-mêmes, et ça a été un pur régal pour moi. Il s'agit à nouveau d'un film au rythme lent, voire étrange, difficile à décrire, avec finalement assez peu d'action, mais qui parvient à nous tenir en haleine grâce au mystère, mais avant tout grâce à son inventivité et à certaines scènes des plus angoissantes. Une incroyable réussite pour ma part. Et voilà, vous avez mon top 10 des films d'horreur sortis en 2021. Et pour être honnête, j'en suis plutôt fier. Chose assez étrange pour être soulignée, j'ai constaté après avoir choisi ma liste qu'il n'y avait pas le moindre film américain. Et ça, c'est la toute première fois que ça arrive sur ma chaîne. Pourquoi pas, ça nous change un petit peu, dirons-nous. J'aurais pu ajouter quelques mentions honorables comme Synth Mode, le surprenant Agnès de Mike Iris, ou encore le found footage thaïlandais de Medium, ou le film français Teddy. Tous des films que j'ai beaucoup aimés. Mais j'ai vraiment voulu me limiter à 10 films. Je vous encourage bien sûr à les visionner et surtout à me donner votre propre top dans les commentaires. Le tout dans la joie et la bonne humeur, bien entendu, comme d'habitude. Pas de disputes et de querelles, pas d'insultes gratuites, tout ça, tout ça.
Il ne me reste à présent plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2022, même s'il me reste encore une petite vidéo à vous proposer avant de définitivement enterrer 2021. Et les habitués de la chaîne sauront probablement de quoi je parle. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Excellente année à tous.